que vous savez, 10 ans de mariage, c'est les noces de quoi? De bois. Ça croit pas très Pour qui c'est loin peut-être. porcelaine. Non, personne, c'est un métal. Tin. C'est quoi? Ah, pas loin, ça sonne un peu pareil, mais c'est pas ça. Non. Ça sert à souder. Ouais, voilà, ce sont les noces d'étain. Donc bienvenue aux noces d'étain entre Dita et El Acoustics. On va commencer par se présenter. Donc je suis Louise Fromager. J'ai 13 ans d'expérience en rédaction technique structurée, dont 11 ans à El Acoustics. Donc j'ai bien connu toute l'histoire de Dita et El Acoustics. Voilà, et moi c'est Noël et je suis là depuis le début aussi. Ça fait 10 ans que je fais de la rédaction technique. Et j'ai commencé à El Acoustics et je ne suis pas partie. Et depuis 2 ans aussi, j'enseigne la rédaction technique à l'université Paris-Cité. Alors, avant de parler de Dita, on va vous parler un peu de notre entreprise parce que tout le monde ne la connaît pas. Donc, El Acoustics, c'est une entreprise qui crée des systèmes de sonorisation professionnelle haut de gamme. L'entreprise a été fondée en 1984 par un certain Christian Hay, qui est docteur en physique et qui est encore aujourd'hui président du groupe. Grâce à plusieurs innovations technologiques, l'entreprise s'est positionnée comme leader sur le marché aujourd'hui. Et donc, les systèmes de sonorisation, ça consiste en quoi? Eh bien, ce sont des enceintes, aussi ce qui permet de les accrocher entre elles et de les lever de part et d'autre de la scène. Les câbles, les appareils électroniques qui permettent de les piloter, les logiciels qui permettent de les utiliser et de simuler leur utilisation, et aussi plus récemment des espaces sonores de luxe. Malheureusement, c'est la concurrence dans cette salle. Quelques chiffres pour vous donner une idée de l'échelle de l'entreprise. Donc effectivement, nous ne sommes pas JBL, mais nous avons quand même dépassé le millier de collaborateurs en fin d'année dernière. Vous avez pu peut-être apercevoir le petit logo El Acoustics dans quelques lieux à Paris, donc par exemple la salle Pleyel, le théâtre de la Ville, plus récemment Notre-Dame qui vient de réouvrir. Et donc dans des grands festivals, si vous êtes adepte de festivals, il y a les Solidays, le Hellfest, Coachella, Tomorrowland. Et ces enceintes ont servi à sonoriser des grands artistes tels que Mylène Farmer, Robbie Williams, Adele ou Céline Dion. Comme vous voyez, il y a 25% des effectifs de l'entreprise qui sont en R&D, donc c'est une entreprise qui est très axée sur l'innovation et la conception. Et la R&D, c'est justement là où nous travaillons, le pôle information technique. Donc aujourd'hui, nous sommes 7 et ils sont tous dans la salle. Donc voilà, on débute en force. Quand l'histoire commence il y a 10 ans, nous étions 3. Moi, je venais d'arriver en tant qu'apprenti. Il y avait Héloïse et il y avait notre manager à l'époque, Lionel Moiseau, que peut-être certains connaissent. Co-fondateur d'Ita. Ah oui? D'accord, mais il n'est jamais venu. Alors, il est plus rédacteur technique maintenant, il est product manager. Donc je vais vous parler un petit peu des types de produits qui sont vendus par El Acoustics et qu'on documente. Donc on fait à la fois du hardware et du logiciel, comme Noël en parlait déjà un petit peu. On a 194 références actuellement en production. Et donc également des références qui sont sorties de production mais qu'on peut être amené à encore mettre à jour puisqu'elles ne sont plus en production mais elles tournent toujours sur le terrain. Et on a également 3 lignes principales de logiciels qui ont un rythme de release un peu moins important que Fluidtopics, on est sur 2-3 releases par an. Mais on a également un firmware, des plugins, des interfaces embarquées, donc on a pas mal de choses dans l'écosystème du point de vue logiciel. Et nos 3 grands types d'audience, donc on a ce qu'on appelle nos utilisateurs finaux, donc on est sur un public de techniciens, d'ingénieurs son, ingénieurs système, donc qui peuvent accéder à notre documentation de niveau public pour utiliser les produits. Mais également nous avons des documents avec des utilisations un peu plus avancées et de la maintenance qui sont réservés à nos distributeurs partenaires. Et nous développons également des contenus pour l'interne, dont on va reparler rapidement. Donc au niveau de nos formats, on est encore énormément sur du PDF.
Mais on a également des contenus en HTML pour tout ce qui est nos aides de logiciels. Et on rédige principalement en anglais. Rapidement pour vous montrer ce dont on va vous parler aujourd'hui, 10 ans de relation avec Dita, du premier rendez-vous, et évidemment toute relation ça se construit avec des compromis, mais heureusement il y a des promesses qui sont tenues et il faut savoir aussi poser les limites. Donc pour vous parler du premier rendez-vous, déjà vous expliquer un petit peu la situation avant qu'on passe à Dita. Sans grande surprise, évidemment, il y avait beaucoup de Word. Également du Adobe Captivate pour générer des tutoriels en Flash, ce qui ne nous rajeunit pas. Et alors là, on rajeunit encore moins du HTML qui générait un fichier CHM. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent ce format. C'est pas tout. Donc, les contraintes de tout ça, évidemment, on les connaît. Beaucoup de copier-coller, des données qui ont besoin d'être présentes dans plusieurs documents qui sont copier-collés. Donc, si elles sont modifiées, les mises à jour sont extrêmement pénibles. On essaie d'utiliser des variables dans Word, mais bon, la gestion est un petit peu chaotique et ça reste propre à un document unique. C'est pas transférable d'un document à un autre. Au niveau de Captivate, donc évidemment on est sur un système un peu de diapositives, donc à chaque fois qu'il y a un changement important dans l'interface du logiciel, on a énormément de diapositives à remettre à jour, donc c'est extrêmement pénible, et un impact fort à chaque fois que la charte graphique est modifiée. Même si 3 fois en 10 ans, pour certains ça peut paraître peu. Le choix de Dita s'est fait naturellement pour pouvoir avoir des variables et faire de la réutilisation plutôt que de faire des copier-coller. Donc voici les outils qu'on utilise maintenant, après quelques changements et quelques tâtonnements. Donc on a créé en Dita, on travaille depuis le début dans Oxygène XML Editor. Pour les vidéos, on est passé sur des vidéos, donc plus des tutoriels Flash avec Camtasia. On est dans un fonctionnement de type Docs-Code, donc on utilise Git. On s'est basé en fait sur ce que faisaient les équipes de développement logiciel à l'époque. Et comme eux, on utilise GitLab. On a quelques automatisations avec le GitLab Runner. Et pour transformer le contenu Dita, on utilise des plugins faits maison pour tout ce qui est PDF. Pour le contenu HTML, donc la doc logiciel, c'est le plugin Oxygène Web App Responsive. Et pour certains documents qui ont besoin d'être mis en page de façon un peu fine, on utilise IDXML qui permet d'intégrer du contenu Dita dans InDesign. Donc ici une petite timeline de notre migration, puisque les migrations ne se font pas en un jour. Donc ce qu'on peut voir quand même, c'est que une fois qu'on a un build qui fonctionne, documenter les nouveaux produits nativement en Dita, ça s'est fait assez rapidement, au bout d'à peu près 1 an. Au niveau de la migration HTML, ça a pu être aussi assez rapide puisqu'on est déjà sur un langage balisé, on était sur un contenu déjà un petit peu modulaire, donc ça permettait de se faire rapidement. Au niveau des tutoriels en Flash, comme vous pouvez le voir, on a eu plusieurs étapes où le contenu était partiellement migré. Donc on a fait des releases où, selon l'endroit de la taille des matières où vous cliquez, vous tombez sur un contenu à l'ancienne ou vous tombez sur un contenu qui vient de Dita. Et au niveau de migrer l'existant, qui était en Word et qu'on souhaitait migrer vers Dita, donc c'est un long process qu'on termine à peine en fait. Mais d'une part parce qu'on ne migrait pas en continu, on avait nos projets qui sortaient et qui prenaient la priorité. Et aussi, étant une industrie très liée au monde du spectacle et de la musique, évidemment, les années Covid ont mis un frein certain. Alors, comme disait Héloïse, la base de toute bonne relation, ce sont les compromis. Donc, on va vous parler de quelques efforts qu'on a dû faire qui ont un peu changé notre façon de travailler. Donc déjà, c'est difficile de fréquenter Dita sans rencontrer la belle famille, Dita OT. Quand on a un fichier Word et qu'on veut faire un PDF, on appuie sur un bouton, on règle quelques paramètres et hop, le PDF. Par contre, quand on a du Dita, on va plutôt faire une espèce de rite vaudou qui s'appelle Dita OT. Et on va prier très fort pour que le PDF à la fin ressemble à ce qu'on avait prévu. Ça marche pas toujours du premier coup.
Donc Dita OT ou Dita Open Toolkit, s'il y en a dans la salle qui ne connaissent pas, c'est en gros un ensemble de scripts open source qui permettent de transformer du Dita en plusieurs types de formats de sortie. Et donc ces scripts peuvent être customisés en rajoutant d'autres scripts par-dessus, ça s'appelle des plugins, des extensions. Et là c'est un vrai changement de paradigme par rapport à quelque chose en WYSIWYG comme Word, parce que là, il faut faire du code pour obtenir à la fin l'apparence qu'on souhaite. Il y a plusieurs façons d'approcher la chose pour créer des plugins d'ITAOT. Nous, évidemment, on a choisi la plus compliquée, qui est d'apprendre par soi-même. Donc, ça implique de se former en XSLT, XSLFO quand on fait du PDF. C'est un peu exotique. Hein. Et bon, évidemment, HTML, CSS. Il y a plusieurs ressources qui existent. Il y a déjà eu pas mal de présentations qui expliquent donc, la courbe d'apprentissage un peu raide pour DITAOT. Mais une fois qu'on y arrive, ça permet d'avoir la maîtrise des plugins et donc de pouvoir modifier soi-même l'apparence des documents. Et c'est une compétence qu'il faut ensuite garder, entretenir dans l'équipe parce que les chartes graphiques évoluent, parce qu'on peut avoir besoin aussi de créer des nouveaux livrables, parce que DITAOT évolue aussi, donc il faut réussir à suivre le rythme et l'évolution des technologies. Et donc, il faut aussi présenter Dita à vos petits camarades pour faire des soirées et voir si ça prend. Et ça apprend pas toujours très très bien. Donc, si vous avez des gens qui sont en dehors de l'équipe de rédaction technique, qui ont l'habitude de contribuer des contenus, si vous essayez de leur présenter Dita et de leur proposer d'écrire en Dita, il peut y avoir un gros blocage. Dita c'est perçu comme moins intuitif que Word, tort a raison. On a eu des gens qui avaient l'habitude de contribuer et qui ont arrêté de contribuer. Mais on peut aussi avoir de bonnes surprises, donc notamment comme nous avons des logiciels, nous avons des développeurs, et les développeurs, finalement, tout ce qui est variable, tout ce qui est attribut, c'est des choses qui leur parlent, donc en fait, rédiger. Donc il faut comprendre les principes de Dita et avoir les bons outils pour pouvoir revoir cela directement à la source. Et je documente les nouveaux points de la version 3. On n'avait pas très envie de couper-coller par exemple des points pour les passer d'un topic à un autre pour dire qu'on n'est plus dans l'actuel, on est à présent dans le passé. On n'avait pas très envie non plus de retoucher des points qui ont déjà été écrits pour modifier par exemple le profilage. Donc la solution qu'on a adoptée, c'est qu'on a un seul topic sur lequel sont listés tous les points présents et passés au kilomètre. Et c'est le profilage qui va nous indiquer pour chaque point à quelle version il se rapporte. Et c'est donc les différents ditavals qui permettent de faire le tri entre les points qui appartiennent à telle ou telle version. Du coup, concrètement, on a en fait le même topic, donc qui contient toutes nos listes, qui est ajouté plusieurs fois dans la map. Une première fois pour filtrer sur la version courante, pour nous donner la liste des nouveautés de cette version. Et sous l'historique, autant de fois que nécessaire, avec autant de ditavals que nécessaire, pour générer toutes mes versions du passé. Et donc, comme dans toute relation, il faut aussi savoir poser des limites. Alors là, on va vous demander d'être gentil avec nous parce qu'on va vous montrer des choses dont on n'est pas fier, des erreurs qu'on a fait par le passé. Parce que donc Dita permet plein de choses. Dita est très puissant, mais si on utilise mal ses fonctionnalités, ça peut finalement nous créer des problèmes. Donc là, vous avez deux phrases en anglais. Donc, désolé, on rédige beaucoup en anglais. Je vous laisse les regarder un petit peu, essayer de vous imaginer quelle partie peut-être de ces phrases sont de la réutilisation. Vous ne connaissez pas les produits, mais vous pouvez nous poser des questions si ça vous aide à trouver des idées. Difficile à dire. Ah oui ? Je pense que c'est les caractéristiques techniques que vous utilisez également dans les fiches techniques de vos produits. Les caractéristiques techniques qu'on utilise aussi dans les fiches produits, c'est intéressant, ouais.
Donc par exemple 190 watts, des choses comme ça. 16 ohms. 16 ohms, 32 bits, 32 bits, ouais. converteur, sample rate of 96 kHz, ce genre de choses. Ok, ouais, c'est intéressant, effectivement, c'est une bonne idée. La structure de la réponse. La structure, alors on n'est pas vraiment sur une question-réponse, hein, c'est deux exemples différents en fait. Ici on a un exemple un petit peu plus rédigé, et ici... Donc vous avez la structure du texte, parce que vous avez un premier qui dit pour faire ça, alors on fait ça, et ensuite on utilise ça. Bon, en fait les deux exemples viennent d'endroits différents de la documentation, ils ne sont pas forcément liés, c'est juste deux exemples très différents. Qui parlent du même produit, mais... Bon, donc effectivement, ça pourrait être une bonne idée, par exemple, d'avoir de la réutilisation donc, au niveau des variables du produit, on va dire, de ses caractéristiques. Bon, ce qu'on a fait est un petit peu différent. Donc, on a une réutilisation qui couvre toute la première phrase et la moitié de la deuxième phrase. Oui, on va en reparler. Alors, on a quand même quelques variables au nom du produit. Bizarrement, pas forcément donc notre fameux 190 watts ou nos 16 ohms, mais le signe multiplié par exemple. Donc voilà, ça fonctionne, mais c'est peut-être pas la façon la plus intelligente, on va dire, d'aborder ce problème. Noël, tu as un autre exemple? Oui, au niveau au-dessus. Alors à votre avis, comment on fait quand on veut avoir un seul fichier source pour l'anglais et le français? Donc, par exemple, ces deux tableaux viennent du même fichier source. On a dit que c'était moche. Hein. Voilà, le même fichier DITA permet de générer à la fois le tableau en anglais et le tableau en français. Je pense à quelque chose, mais c'est peut-être un peu farfelu. Un genre de tableau Excel, enfin ou un tableau, avec toutes les informations en anglais et en français, enfin dans vos langues, et puis une espèce de macro, je suis pas IT du tout, hein, je vous dis, mais bon, une macro qui va chercher l'info et qui vous remet ça dans Dita et dans votre système. Ok, donc un tableur Excel avec les deux langues et une macro qui permet de mettre dans Dita. Oui, ça aurait été élégant de faire ça comme ça. Ou une base de données du moins. Du profilage, dit Dominique, on s'approche plus de la réalité. On utilise la tribu XML langue. Ah, la tribu XML langue, oui. Tous les labels avec un profilage à chaque fois. Ouais. Ouais, on va vous montrer ce qu'on a fait. Donc, j'ai pris une cellule en exemple. Alors, voilà, comme vous vous en doutez, l'anglais et le français, l'ordre des mots n'est pas le même. Donc, il y a des lignes qui doivent être dupliquées. Donc, on commence par mettre du profilage. Et ensuite, parce que ça ne suffit pas, on rajoute des variables. Donc, alors, faut savoir que c'est les mêmes variables, parce qu'en fait, selon la map, elles se résolvent en mots en anglais et en mots en français. Sauf que comme l'ordre des mots n'est pas le même, et ben on doit quand même rajouter du profilage. Sauf sur la dernière ligne, là, on est bon. Voilà. Enfin, je dis on est bon, mais... donc du coup, pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée de faire ça? Alors, donc, comme on l'a bien vu particulièrement avec l'exemple de Noël, ça fait un puzzle de mots profilés les uns à côté des autres. C'est extrêmement difficile à lire pour les rédacteurs. Si c'est difficile à lire, c'est difficile à maintenir. Si on a une modification à faire dans cette bouillie de mots profilés, on n'est pas très sûr de ce qu'on est en train de faire. On modifie un mot, on fait sa sortie. Ah, bah en fait, il n'y a rien qui change parce que ce mot-là, il est profilé. En fait, c'était son dupliqué à côté qu'il fallait faire. Donc c'est extrêmement difficile à mettre un jour. Et comme tu le disais Dominique, ça complique énormément la vie pour les traducteurs, parce qu'on s'est créé une structure rigide, un carcan qui marche pour l'anglais, qui marche à peu près pour le français, encore ça peut aller, mais si on commence à aller vers d'autres langues, on peut se créer énormément de problèmes, puisque là par exemple dans l'exemple où on a coupé une phrase en deux, si on a séparé le verbe de son sujet par exemple, on a peut-être des problèmes d'accord. Il y a des grammaires où le verbe se met plutôt en fin de phrase, donc si on n'a pas le bout de phrase en question dans le segment, on va être très embêté.
Et donc évidemment, et en plus on donne des segments, des bouts de phrases sans contexte au traducteur. Donc évidemment, on ne traduit bien que ce qu'on comprend bien, donc c'est un petit peu difficile pour eux de travailler comme ça. Actuellement, pour l'instant, ce qu'on fait, même si on sait que c'est pas idéal, c'est de normaliser nos fichiers avant de les envoyer en traduction. Donc la normalisation, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un pré-traitement qui résout tout. Donc on résout les conquis ref, on applique les dits aval. Le problème de faire ça, c'est qu'en fait, on casse le principe du single sourcing, puisque le fichier qu'on envoie en traduction n'est plus notre fichier source unique. C'est un autre fichier, et qui en plus correspond à la situation d'une publication particulière, puisqu'on a résolu par rapport au dit aval, donc on a résolu par rapport au jeu de spécification de ce produit et par rapport au type de document vers lequel on publie. Donc si notre topic est capable de gérer 5 publications, en fait on est obligé de normaliser 5 fois et du coup de multiplier les envois en traduction. Donc on s'est créé plus de problèmes qu'autre chose finalement. Donc, on a dit, en fait, il faut se poser des limites. Donc, c'est des choses qu'on a fait par le passé, qu'on essaye de ne plus faire maintenant. Et donc, voici un peu les règles qu'on essaye de se donner maintenant pour ce genre de choses. Donc, au niveau du profilage et de la réutilisation, ne pas descendre sous le niveau de la phrase. Donc, si on a une phrase à profiler, c'est vraiment la phrase entière de son début jusqu'à sa fin, c'est pas un bout de la phrase. Alors, une phrase ou du moins une unité de sens, parce que ça peut être une en-tête de tableau, un titre, des choses comme ça, mais voilà, on essaye de ne pas créer du puzzle. Pour la même raison, on ne fait plus qu'un fichier par langue maintenant, donc on a un fichier en anglais, parce que je disais qu'on rédigeait beaucoup en anglais, on fait aussi un petit peu de français in-house. Mais voilà, une seule langue par fichier, on ne gère pas plusieurs langues en même temps dans le même fichier. Et évidemment toujours vérifier où est réutilisé le contenu. Donc si on agit sur une phrase qui a 4 ou 5 profilages, il faut sortir les 4 ou 5 publications et vérifier que ce qu'on a fait fonctionne pour tout le monde. Alors, finalement, s'il fallait renouveler les vœux aujourd'hui, on le ferait. Il y a 10 ans, la situation était assez différente. On était une toute petite équipe. L'entreprise était beaucoup plus petite aussi, le rythme de sortie de produit n'était pas le même, on avait du temps pour expérimenter, voilà, pour tester des choses un peu bizarres. Donc on sait qu'aujourd'hui, l'écosystème dans lequel on travaille va devoir évoluer, mais pour autant, on sait que Dita va continuer à en faire partie, puisqu'il est adapté à notre façon de travailler, aux produits qu'on documente. Et en 10 ans de Dita, je crois qu'il n'y a jamais eu un moment où on s'est dit non, là ça marche pas, il faut qu'on sorte de Dita, ce qu'on essaye de faire ne fonctionne pas. Donc je pense que c'est bien la preuve qu'on est parti pour continuer encore quelques années avec Dita. Donc oui, donc oui, on renouvelle les vœux. Voilà, merci. Si vous avez des questions, on a bien dépassé. Moi j'ai une question. Est-ce que vous avez des cas où vous avez dû publier de la documentation avec un cahier de style client, parce qu'il y avait un client, un intégrateur qui voulait faire sa documentation, et vous avez publié le cas pour lui? Non, on n'a jamais eu de cas comme ça. Après, on a certains produits où on devait avoir une charte graphique un petit peu différente, parce que c'était un branding différent. Donc ça, on l'a fait avec Dita OT et aussi avec InDesign parfois. Il y avait eu un cas très isolé sur la spécificité. Il y a eu des versions spécifiques pour des clients. Oui, mais c'était pas le branding. Non, c'était pas le branding dans ce cas-là. Et les 10 ans à venir, il y a quoi prévu? Faire évoluer nos outils. Donc, comme on vous a dit, on est actuellement sur un système de Git. Ça marche très bien quand on a une petite équipe et qu'on n'a pas beaucoup de lignes produits, encore une fois. Maintenant qu'on a beaucoup de lignes produits et que l'équipe grandit, on commence à être un petit peu sur les limites, notamment parce qu'on est sur une structure multi-repo et donc la gestion des impacts commence à devenir un petit peu difficile. Et également au niveau de la traçabilité de nos traductions, puisque Git ne nous permet pas de savoir si ce topic en japonais, quelle version du topic en anglais il correspond. Donc évidemment pour traduire plus, c'est un frein et donc on
on est actuellement en recherche pour trouver les solutions qui conviendront pour l'avenir. Toujours avec Dita, mais peut-être plus avec Git ou pas que Git. Ou voilà, on explore plusieurs voies. Vous n'avez pas d'utilisation au niveau de la trame? Vous n'avez pas les mêmes produits? Alors les noms de produits, c'est des variables, oui, tout à fait. On a des fichiers. Alors après, c'est presque un autre sujet en soi, hein, mais on génère aussi énormément de choses à partir d'une base de données. Donc les noms de produits, typiquement, ça fait partie des contenus générés. Et donc oui, le nom du produit, généralement, c'est un code qui ref vers une clé produit. Oui. Même les variables peuvent poser des problèmes en traduction suivant la structure grammaticale et si on met le genre derrière la variable. Ou les unités utilisées, ainsi de suite, bien sûr. Il y a une autre question? Oui. Avec votre expérience, est-ce que vous recommanderez de faire les feuilles de style par les rédacteurs ou plutôt par quelqu'un de l'IT ou une combinaison des deux? Vous voulez dire les feuilles de style d'ITAOT? Oui. Je pense pas que l'IT comprendrait du coup le contexte d'utilisation. Enfin, nous, on est plutôt partisans d'avoir toutes les compétences dans l'équipe, parce que ça évite de créer des dépendances et de devoir demander à une autre équipe de développer quelque chose pour nous et d'attendre ensuite qu'ils aient le temps de le faire. Donc nous, on garderait ça dans l'équipe. Et encore une fois, on fait partie de la R&D de l'entreprise et donc c'est un aspect assez important de nos profils, c'est qu'on a une curiosité technique et qu'on souhaite ne pas se cantonner vraiment, je rédige, je m'occupe pas du tout du vaudou qui se passe pour générer. On aime bien essayer d'aller voir un petit peu comment ça se passe pour le modifier nous-mêmes. Et encore une fois, ça nous permet de garder la main, de ne pas dépendre que l'IT soit disponible. Si jamais cette feuille de style qu'ils nous ont fait, on a besoin de la faire changer. Savoir votre avis sur le plugin Git dans Oxygène. Alors non, parce qu'en fait on a des sub-modules et il me semble que ça ne supporte pas encore les sub-modules. Enfin la dernière fois que j'avais regardé, en tout cas ça ne marchait pas encore. Donc non, on utilise Git extension comme GUI. Mais pourquoi pas en soi. Merci beaucoup. Une petite question. Sur le plan de la traduction, il semble que vous ayez 2 langues sources. Oui, en fait, la grosse majorité du contenu est rédigé en anglais. Mais dans la mesure où on est une société française et que tous nos rédacteurs sont francophones, on gère quand même nous-mêmes, on écrit nous-mêmes en fait un certain nombre de contenus en français, qui sont des traductions de l'anglais. Mais ensuite, pour toutes les autres combinaisons de langues, on fait appel à une société. Vous prévoyez de choisir à un certain moment ou vous allez rester avec 2 langues sources? Je pense qu'au bout d'un moment, l'idée c'est qu'on rédige uniquement en anglais et que le français soit géré par l'agence au même titre que les autres langues cibles. C'est juste qu'en fait, à l'époque où c'était du Word, et dans la mesure où on avait des rédacteurs francophones, on générait aussi du Word, on écrivait aussi du Word en français. Donc on maintenait des versions françaises en parallèle des versions anglaises. Du coup, quand on a commencé à passer en Dita, on s'est dit que ce serait bizarre de perdre ces contenus français. Donc on a essayé d'en maintenir un certain nombre. Mais encore une fois, plus de produits, la société grandit, ça devient difficile de maintenir ce français en parallèle de l'anglais. Et de créer plus, parce que pour l'instant c'est je sais pas, 10% ou je sais pas des contenus qui existent en français, donc c'est très peu par rapport à tout ce qu'on a en anglais. Donc l'objectif ce serait vraiment que le français, au même titre que les autres langues secondaires, entre dans la danse, dans le process de traduction par un prestataire. Dernière question. Allez, voilà. Vous avez fait le choix d'utiliser uniquement l'outil de rédaction, finalement, Oxygène, et de ne pas avoir un outil de gestion de contenu, si je comprends bien. C'est Git qui fait la gestion du contenu. La gestion du contenu. Oui. Encore une fois, ça marche bien quand il n'y a pas beaucoup de rédacteurs et pas beaucoup de volume. Et voilà, on est un petit peu aux limites du système. Je pense qu'idéalement, il y a 1 ou 2 ans déjà, il aurait fallu on a commencé la réflexion, mais il faut qu'on trouve d'autres solutions. Donc, si vous revenez au niveau de Dita, c'est au travers quand même de l'outil de gestion du contenu.
Oui, mais après ça change pas l'attachement à Dita, il faut juste trouver l'outil adapté pour ce faire, un CCMS ou autre type d'outil. Mais voilà, après du moment que cet outil est compatible Dita, et il y en a plein des outils compatibles Dita, donc en fait ça ne change pas le lien Dita, c'est juste, je sais pas, dans la métaphore c'est passer de l'appartement à la maison ou quelque chose comme ça.